Ice Salt, c'est amusant, exaltant, joyeux. Viens faire un saut et déballe une journée d'anniversaire à couper le souffle. Ice Salt, bien plus qu'un simple parc de trampoline. Nous sommes le lundi 2 juin. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres, content de vous retrouver. Ben oui, 2 juin, mais ne faites pas le saut si vous sortez à l'extérieur. On ressent pas véritablement l'arrivée du mois de juin ce matin. C'est un peu à l'image de ce qu'on a connu au mois de mai. On va faire le tour d'ailleurs des prévisions, de ce qui nous attend à la météo avec Véronique. Puis, ben, allons-y tout de suite, un petit bilan du mois de mai. C'est moi où il n'a pas fait chaud puis il n'a pas fait beau. Ah, quelle impression justifiée, mon cher Mathieu. Ça me semble que j'ai eu beaucoup d'annulations d'événements extérieur. Cela est fort possible parce que ce mois de mai-là s'inscrit dans un des mois de mai les plus nuageux depuis 50 ans. Ah bon? Alors, grisaille, oui, seulement 8 belles journées. La normale, c'est 14. Un seul beau week-end. Taux d'ensoleillement, 30 de moins de soleil qu'on a à l'habitude et plus de pluie que la normale, évidemment. Et cette pluie-là, de 40 à 60 de cette pluie-là est tombée au cours des week-ends. Alors, d'où cette impression, mois de mai médiocre dans l'ensemble. Oui. Côté température, par exemple, si on fait la Une moyenne... semaine peut-être, ça a été quand même assez chaud, Oui. fait que ça doit jouer dans la moyenne. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que là, on se retrouve près de la moyenne ou légèrement au-dessus. Mais maintenant, la grande question, c'est à quoi ressemblera le mois de juin? On va y revenir, Eh on en oui. parlera, on espérera. Ça va pas être trop difficile de faire mieux que le mois de mai. On revient avec les prévisions de la météo pour la journée, pour les prochains jours, dans les prochaines minutes. Le temps de me tourner vers Vincent Maisonneuve. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors, on va se parler. Dans l'Ouest, c'était du temps chaud et sec, Très beaucoup. sec, et ouais. on connaît les problèmes que ça cause avec ces incendies de forêt, ces évacués. Vraiment des heures d'inquiétude pour des milliers de personnes. Oui, et les évacuations se poursuivent. Je vous dirais que la Saskatchewan, le nord de la Saskatchewan, c'est ce qui préoccupe beaucoup présentement. Le nombre d'évacués a doublé. On est maintenant rendu à 8000 personnes évacuées environ. Pas de chiffre officiel du côté de la Saskatchewan. Et les déplacements sont extrêmement difficiles. Je pense aux gens du nord du Manitoba qui ont dû faire 16 heures de train avant d'arriver à Winnipeg pour réaliser qu'il n'y avait plus de chambres dans les hôtels. On a dû transférer ces gens-là à Niagara Falls, en Ontario, pour leur trouver Pas des... simple. C'est pas simple, c'est complexe. Je vous en parle un peu plus tard parce que là, c'est loin d'être terminé. Il y en a 172 feux de forêt toujours actifs dans les prairies canadiennes. Parfait. À tout de suite, Vincent. Sinon, Élise Jeté sera avec nous plus tard ce matin à l'émission pour nous parler de ce qui va s'ouvrir. C'est déjà même commencé officieusement, cette rencontre entre les premiers ministres des provinces et des territoires à Saskatoon. Il sera entre autres question de pipeline. Donc, quels seront les enjeux abordés aujourd'hui? On sait que le premier ministre canadien Mark Carney a demandé à ses homologues des provinces et des territoires d'arriver à cette conférence avec des idées de projets, des suggestions de projets pour aider l'économie canadienne, renforcer l'économie canadienne. Donc, on va y revenir avec elle dans les prochaines minutes parce que ça va retenir l'attention en ce début de semaine. Olivier Pellerin est là pour les sports. Bonjour, Olivier. Bonjour. Au hockey, d'abord, le Rocket de Laval fait face à l'élimination. Ils ont été dominés, d'ailleurs, dans les 3 premiers matchs de cette série contre l'équipe de Charlotte. Si on pouvait résumer ces 3 défaites, on pourrait dire 3 matchs et 15 buts accordés. C'est 3 défaites donc par les Checkers de Charlotte. La plus récente, c'est hier. Une victoire de 5-1 pour eux qui mettent la main là, sur cette série presque entièrement. Là, 3 victoires en autant de matchs. Donc, le Rocket déjà dans les câbles dans une série de 4-7. Et hier, encore une fois, en deuxième période, les Checkers ont marqué 4 fois en 20 minutes de jeu. Donc, pour, quitter avec le match, ça en était presque fait. On a vu 2 gardiens durant le match d'hier, Caden Primo et Jacob Fowler se sont partagés le travail, mais ça n'a pas changé grand-chose, disons, dans un match qui a été à sens unique et qui donne quelques mots de tête, j'ai l'impression, à Pascal Vincent, qui a de la difficulté à reconnaître son équipe dans cette finale d'association. Donc, prochain match sera lieu, match numéro 4, demain, toujours à Charlotte. Donc, Charlotte qui pourrait balayer cette série et donc éliminer les champions de la Ligue américaine comme ça en 4 matchs, un scénario que très peu de gens avaient prévu avant le début de cette série. Oui, parce que le Rocket a connu franchement une excellente saison régulière. Ils ont toujours su se relever d'ailleurs après des séquences de
défaites. Il y en a eu très peu cette saison et c'est ce qui surprend là, de voir le manque d'aplomb et surtout les points d'interrogation, on dirait, dans les yeux des joueurs durant les matchs. Ça, effectivement, c'est aussi surprenant. À ce moment-ci dans la saison, rendu en finale de l'Est, c'est surprenant de voir une équipe, perdre ses repères comme ça. La Coupe Memorial, donc, c'est le trophée du championnat de hockey junior canadien, demeure en Ontario. Parce qu'il opposait une équipe de l'Ontario et une équipe de l'Ouest. En fait, hier, les Tigers de Medicine Hat qui affrontaient les Knights de London. Les Knights qui avaient perdu l'an dernier en finale contre les Spirits de Saginaw et en 4-3. Et hier, ils étaient de retour en finale. Et là, ils n'ont pas raté leur chance. Victoire de 4-1 hier des Knights de London et de l'équipe de Dale Hunter, donc qui retrouve ce sommet. Pour Dale Hunter, c'est une 3e Coupe Memorial, sauf erreur, avec les Knights de London qui est devenue une équipe référence dans le hockey junior majeur au pays. Et donc, ce titre qui a été remporté par Saginaw hier, une équipe de l'année dernière, équipe de l'Ontario, qui demeura en Ontario avec ce titre des Knights de London. Et ça a été une décevante sortie parce que ce tournoi se tenait à Rimouski et donc les équipes de la LHJMQ ont très mal fait durant ce tournoi. Donc, malheureusement pour eux, ils n'auront pas eu la chance de voir l'Océanique peut-être jouer déjà pour une finale et peut-être soulever le titre. Une foule nombreuse pour ce match. Le Paris Saint-Germain qui a célébré son titre historique en Ligue des champions après avoir battu Milan, mais des célébrations qui ont été marquées par les débordements. Victoire de 5-0 samedi et hier, c'était jour de célébration. On a donc défilé au Parc des Princes, mais aussi aux Champs-Élysées auparavant pour aller montrer ce fameux titre historique, premier titre pour le Paris Saint-Germain de son histoire. Mais effectivement, ça a été assombri après la victoire de l'équipe par des heurts et des manifestations dans les rues. Il y a d'ailleurs 2 partisans qui sont décédés, un policier dans le coma. Et il y a d'ailleurs Emmanuel Macron qui s'est adressé hier aux médias en dénonçant les actions après cette victoire. On l'écoute. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas ça. En aucun cas. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, Véronique, on peut se reprendre. Le mois de juin commence. Qu'est-ce qui nous attend? C'est pas ce matin qu'on va se reprendre, par contre. Ce matin, c'est frais. Ce matin, c'est frais. Il y a encore des nuages qui s'accrochent. Quoique les Laurentides, la Naudière, l'Outaouais, on voit déjà là, le ciel qui est dégagé. Et c'est le beau temps qui prend le relais. Donc, vraiment, le ciel se dégagera. Belle journée dans l'ensemble. L'Estrie, Québec, un peu de précipitation qui traîne en avant-midi. Par la suite, ça deviendra variable. Les températures... Il a fait 13 à Montréal hier, donc ça va grimper davantage, 19 à 21 aujourd'hui. Et c'est du soleil et de la chaleur pour mardi et mercredi. Mercredi qui sera la journée la plus chaude de la semaine. On parle de 28, 30 degrés possiblement. Alors, de la vraie chaleur estivale là, pour les journées de mardi et mercredi. Mais on parlait de l'anticipation du mois de juin. Il y aura encore quelques bascules de température dans la première moitié surtout, puis une chaleur plus assurée là, à partir de la deuxième portion de juin. Donc, mi-juin, on commencera à voir le 23 degrés durable qui s'accroche et un peu plus. Là. D'ici là, le beau temps arrive du côté de l'Abitibi aussi. 3 degrés ce matin, c'est pas chaud. Là. Il y a eu du gel par endroit. Alors, 23 pour aujourd'hui, la trentaine de degrés demain. L'Est du Québec, on reste sous les précipitations. Il y aura amélioration par la suite. Beau et plus chaud à partir de demain. Sinon, c'est du 13 à 15 degrés aujourd'hui. En territoire ontarien, c'est assez variable sur la portion nord et centre. Les températures sont élevées vers le nord jusqu'à 27. Sinon, 21 vers le centre. Toronto, Windsor, beau temps 23-25. Beau à Ottawa aussi. Une vingtaine de degrés aujourd'hui. C'est assez venteux. Et dans les prairies, vous parliez des feux. Pas de conditions qui vont aider dans les prochains jours. C'est un temps qui restera sec. Des vents qui sont présents aussi. Des températures qui se maintiennent dans les moyennes. Du temps un petit peu plus chaud à venir vers la fin de la semaine. Il y a quelques averses sur le sud du Manitoba ce matin, là, mais vraiment, ce sera une semaine sec dans l'ensemble. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée.
Oui, on leur souhaitait de la pluie, justement, dans les provinces de l'Ouest, mais Véronique nous l'a dit, du temps chaud, du temps sec. C'est rien pour aider le travail des pompiers, évidemment, Vincent. D'ailleurs, 60 sapeurs du Québec sont attendus au Manitoba. Il y a 172 brasiers actifs dans les prairies. Donc, les évacuations se poursuivent et du renfort s'en vient. Oui, exactement. Les Forces armées canadiennes affirment qu'elles ont évacué plus de 2600 personnes au cours des derniers jours. Ces personnes ont notamment été évacuées de Norway House, dans le nord du Manitoba, jusqu'à Winnipeg à l'aide d'avions. D'autres ont dû prendre le train. On parle de dizaines de personnes qui sont arrivées par train à Winnipeg. 16 heures de train, comme je le disais en ouverture d'émission. C'est donc des gens complètement exténués qui arrivaient dans les centres d'aide où des bénévoles les attendaient avec de quoi manger, un toit. Mais l'hébergement a d'ailleurs été un enjeu toute la fin de semaine. Il manque carrément de place dans les hôtels du Manitoba avec 17 000 personnes à loger environ. Il y a une partie de ces personnes évacuées qui ont passé plusieurs jours dans des centres d'accueil sans pouvoir dormir en raison du bruit, les enfants qui crient, qui pleurent. Donc, c'est difficile, selon la Croix-Rouge canadienne, de trouver des endroits pour loger tous ces sinistrés en même temps, à ce temps-ci de l'année surtout. On va écouter le porte-parole de la Croix-Rouge, Guy Lepage. On rendu à la fin du... on est le 1er juin. Là, c'est la situation... la saison touristique a commencé. Il y a des conférences. Puis là, soudainement, tu as des milliers de personnes qui ont besoin de places pour vivre. Alors, c'est ça le défi. Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a déclaré qu'environ 3500 personnes évacuées là, sur les 17 000 vont se diriger vers le sud de l'Ontario dans des hôtels. Il y en a 300 qui sont partis hier en avion. 47 de ces personnes évacuées sont arrivées. On a vu des images dans un hôtel de Niagara Falls. Ces gens-là avaient de l'air vraiment soulagés. Enfin, d'arriver à un endroit où ils allaient pouvoir se reposer. Plusieurs chambres seront disponibles au Manitoba, mais seulement à compter de demain. C'est ce qu'a dit le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew. Oui, des heures difficiles pour ces gens-là qui sont évacués, on trouve difficilement de la place et toute l'inquiétude, évidemment, d'avoir laissé une partie de sa vie derrière. Les autorités en Saskatchewan rapportent 8000 personnes d'évacuées jusqu'à présent. Il s'agit d'une estimation, mais le nombre de personnes évacuées a clairement augmenté, là, presque du simple au double dans les derniers jours. Il y a plusieurs images qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. C'est inquiétant, le feu qui s'approche très rapidement des résidences. Je vais vous inviter à écouter 2 témoignages de résidents du nord de la Saskatchewan. And this year has just been dry season. I've never seen this in Saskatchewan before. I think it's out of control. C'est une saison anormalement sèche dans les prairies, dit le premier, du jamais vu, dit la dame. C'est souvent sec dans les prairies, mais là, il n'y a pas eu beaucoup de neige cet hiver, ce qui fait que dès que le temps chaud a frappé, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il fait chaud là-bas, eh bien, le sol est devenu extrêmement sec tout d'un coup. On va écouter le chercheur scientifique en écologie forestière à Ressources naturelles Canada, Yann Boulanger, expliquer les causes de ces brasiers. Les conditions qui ont mené à ces feux-là sont quand même assez semblables. On parle de temps très, très sec là, qui est survenu depuis le début du printemps, notamment depuis les dernières semaines, les derniers jours, du temps très chaud, des vents aussi qui sont quand même relativement présents. En fait, les conditions sont vraiment bonnes pour que la propagation se fasse sur des très grandes superficies. Un mot pour vous dire qu'en Alberta, il y a aussi une 50aine de feux actifs et là, on parle d'évacuation de 4500 Albertains. Je parlais de renfort. Le Québec envoie 60 pompiers forestiers au Manitoba, puis une équipe de gestion spécialisée en Alberta. Oui, il y aura aussi des CL-415, des bombardiers d'eau. L'agente à la prévention pour la Société de la protection contre les feux de forêt, Josée Poitras, précise de quel type d'aide sera apportée. Au niveau des avions-citernes, alors des avions-citernes nous ont été demandés au cours du mois de mai parce que la météo faisait en sorte qu'on pouvait prêter nos avions-citernes et ils sont intégrés au combat des incendies du côté des provinces hautes. Rappelons que l'état d'urgence est maintenu en Saskatchewan, au Manitoba, et on n'aura plus de détails dans les radiojournaux sur ce qui se passe ce matin dans ces endroits. Merci beaucoup. J'en prie. Gabriel Lemarque-Ampero est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse ce matin. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. À la une de la Presse Plus, au moins 220 clients de la RBC, la banque, donc, ont été la cible d'un réseau criminel.
Et la Banque Royale refuse de rembourser plusieurs dizaines de clients qui ont été arnaqués à coût de 10 000 $ par un réseau de fraudeurs qui se faisait passer pour un employé de la détection des fraudes. Et selon le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, ce sont au moins 220 clients de la RBC qui sont tombés dans le panneau. Le service de police soupçonne qu'un employé de la banque a pu agir comme complice du réseau criminel qui compterait une quinzaine de suspects âgés entre 18 et 25 ans. Et les pertes cumulées à ce jour atteignent 1,5 million de $, rapporte la presse ce matin. L'organisme Options Consommateurs, qui représente plusieurs de ses clients arnaqués, affirme s'être buté à un refus de collaborer de la part de la RBC. Il n'y a aucun de ces cas qui a mené à une entente ou à un règlement quelconque, mentionne une avocate et conseillère juridique chez Options Consommateurs. Et selon Daniel Renaud dans la presse ce matin, cette enquête est un exemple des difficultés et des délais que les enquêteurs rencontrent régulièrement lorsqu'ils investiguent à propos d'arnaques bancaires. Selon un lieutenant détective au SPVM, quand la victime donne son autorisation, le délai dans un dossier peut être de 8 à 10 mois avant d'avoir les informations. Alors, imaginez 220 clients, 220 victimes, ça peut effectivement prendre beaucoup de temps. On a vu ce glissement spectaculaire, glissement de terrain donc à Sainte-Monique au Québec au cours des derniers jours. Et il y en a de plus en plus de ces glissements de terrain au Québec. On a dénombré 2 fois plus de glissements de terrain que la moyenne des 10 dernières années à travers la province en 2024, rapporte ce matin le Journal de Montréal à sa une. Pas moins de 372 glissements de terrain ont été signalés au ministère de la Sécurité publique l'an dernier selon des données publiées en ligne et compilées par le Bureau d'enquête de Québecor. À titre comparatif, on en recensait en moyenne environ 175 par année depuis une dizaine d'années, depuis 2014. La majorité de ces glissements de terrain sont survenus au mois d'août 2024 quand la tempête Debby a déversé dans plusieurs secteurs des quantités records de pluie, dont au moins 154 mm à Montréal. La liste des villes touchées est longue, dit le Journal de Montréal, une tendance qui risque d'empirer avec les changements climatiques, craignent certains intervenants interrogés par le journal. D'ailleurs, parlant de changement climatique, Mathieu, on garde un œil, vous en avez parlé avec Vincent, sur ce qui se passe concernant les feux de forêt. Et la une du National Post ce matin, l'évolution rapide des incendies oblige à de nouvelles évacuations. Les habitants fuient un petit village de la Saskatchewan et les travailleurs des sables bitumineux, eux, quittent un site dans le nord de l'Alberta. Nouvelle règle pour l'affichage en français au Québec. Faux départ pour plusieurs commerces, nous dit Le Devoir ce matin. Le quotidien montréalais qui a constaté plusieurs retards à Montréal, l'exigence d'accorder une place nettement prédominante aux Français sur les enseignes de leur façade était loin d'être respectée par tous les commerçants qui sont situés à Montréal hier, au premier jour de cette entrée en vigueur de nouvelles règles sur l'affichage. Donc, les nouvelles règles, je vous rappelle, obligent les commerçants à ce que le texte rédigé en français dans l'affichage public occupe un espace au moins 2 fois plus grand que celui consacré au texte rédigé dans une autre langue. Le Devoir, ce matin, écrit en arpentant la rue Sainte-Catherine à Montréal, hier avant-midi, plusieurs commerces affichaient l'anglais de façon prédominante sur leur façade. On passe par exemple au magasin Foot Locker. Est-ce que ça va devenir le casier du soulier? Bien, ça reste à voir, bien sûr. Bien que celui-ci a ajouté le descriptif magasin de sport sous sa marque de commerce, l'espace qui était consacré sur la façade était loin de représenter le double de celui des mots en anglais. Je vous mentionnais l'exemple de Foot Locker, mais il y en a plusieurs ce matin dans l'article du Devoir. Et la semaine dernière, le ministre responsable Jean-François Roberge avait invité les entreprises qui ont certains doutes quant à la conformité de leur affichage à contacter l'OQLF, l'Office québécois de langue française, et il a donné l'exemple des magasins Home Depot qui ne seraient pas tous conformes au règlement le 1er juin. L'entreprise qui aurait eu des discussions très productives avec l'OQLF depuis. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. Bonne journée. Aujourd'hui, donc, à Saskatoon, une rencontre entre le premier ministre Mark Carney, ses homologues des provinces et des territoires. Il sera évidemment question de ces incendies de forêt qui font rage dans l'Ouest, mais évidemment, la priorité de la rencontre, et c'est ce que Mark Carney a dit, ce sera la construction nationale, le commerce interprovincial également. Élise Jeté est avec nous. Bonjour, Élise. Bonjour, Mathieu. Alors, c'est ce qui sera au cœur des discussions à partir d'aujourd'hui. Oui, compte tenu des tensions commerciales avec les États-Unis, la préoccupation première de Mark Carney, c'est de stimuler l'économie canadienne. Et pour ça, il a besoin de la participation des
des provinces. Ce qu'il entend donc par construction nationale, ce sont des projets concrets qui vont avoir des répercussions sur l'ensemble du pays. La construction de pipelines notamment, de nouveaux corridors économiques, le développement minier. Et après ces discussions-là, le premier ministre veut déposer un nouveau projet de loi pour assouplir certains critères pour que les projets économiques dont il aura été question se développent plus rapidement que prévu. On l'a entendu beaucoup depuis donc son élection. Moins de barrières pour le développement de ces projets entre les provinces. Lesquelles de ces barrières devraient tomber en premier? Les barrières environnementales seraient les premières à être esquivées là-dedans dans le but d'unir le pays pour que tout le pays puisse bénéficier de ces projets-là qui vont être lancés à vitesse grand V selon le premier ministre. Donc, les premiers ministres des provinces et territoires vont tenter de tirer leur épingle du jeu là-dedans. Comme l'explique ici le premier ministre du Québec, François Legault, et la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt. Mais je l'ai déjà dit, pour que ça soit intéressant pour le Québec, il faudrait qu'il y ait des retombées économiques pour le Québec. Nous sommes intéressés d'être connectés au complet au Canada. On aimerait être unifiés. On a besoin d'avoir toutes les infrastructures qui nous connectent pour de l'énergie, de l'électricité et d'autres. Mais si elles veulent avoir leur part du gâteau, les provinces vont devoir amener du gâteau à la rencontre. Là, c'est un peu ça que Mark Carney a dit parce qu'il a demandé aux provinces d'arriver à Saskatoon avec des projets qui répondent à ces critères pour que ça fonctionne et que ça fonctionne vite. Ouais, clairement, il sera question de pipeline dans ces discussions-là parce que déjà, il y a plusieurs provinces qui ont déposé des projets, des propositions. Les premiers ministres de l'Ouest se sont rencontrés et veulent un corridor économique à travers le pays. Oui, un corridor qui servirait à relier les ports du nord-ouest du Canada à la baie du Hudson. Selon le premier ministre du Manitoba, Webb Kinew, ce corridor-là permettrait aux provinces des Prairies d'obtenir une autre porte de sortie pour exporter leurs produits vers l'Europe, en plus des ports qui existent déjà en Colombie-Britannique et au Québec. Du côté de l'Alberta, la première ministre Danielle Smith exige, elle, l'abandon de plusieurs réglementations fédérales, notamment environnementales, comme je le disais tout à l'heure, qui empêchent, selon elle, le développement de ces projets pétroliers et gaziers. La Saskatchewan a déjà présenté, elle, 10 changements de politique pour améliorer les relations entre Ottawa et sa province. Ce sont encore là des politiques environnementales qui tomberaient, abroger le plafond des émissions de gaz à effet de serre, augmenter les capacités de pipeline, entre autres, comme je le disais. Et au Québec, François Legault, lui, a exprimé son souhait que le gouvernement fédéral paie la ligne de transport qui va raccorder les nouveaux projets hydroélectriques du Québec et de Terre-Neuve et Labrador sur le fleuve Churchill. C'est un projet estimé à 2 à 3 milliards de dollars. Et M. Legault compte aussi se présenter à Saskatoon avec une liste de projets économiques structurants qu'il aimerait qu'Ottawa finance pour un montant d'environ 22 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, on va surveiller les résultats de cette rencontre à Saskatoon aujourd'hui entre Mark Carney et ses homologues des provinces et territoires. Oui, en tout cas, il est question de beaucoup de milliards, alors qu'on sait que les finances publiques au fédéral sont pas au beau fixe, c'est dans le rouge. Alors, en tout cas, comment tout ça va se dérouler, on verra à suivre ces discussions. Merci beaucoup, Élise. Un plaisir. Bonne journée. Alors, évidemment, oui, ça va faire partie de ce que l'on va surveiller aujourd'hui, tout comme l'évolution de ces incendies de forêt dans l'Ouest. Il y a aussi une rencontre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui est arrivé en Lituanie pour participer donc à cette rencontre, ce sommet qui va réunir des dirigeants du flanc oriental, de l'OTAN également, en lien, évidemment, avec des discussions pour éventuellement en arriver à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est entre autres ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée, bon début de semaine. iSaute, c'est amusant, exaltant, surprenant. Viens faire un saut et plonge dans une journée remplie de rebondissements pour tous les âges. iSaute, bien plus qu'un simple parc de trampoline.